Bonjour les amis, si vous me permettez cette locution quelque peu matinale. Aujourd'hui, je vais évoquer le livre le plus ancien et sans doute le plus potentiellement controversable qui m'ait été donné de traiter sur ma chaîne, Le discours de la méthode de René Descartes. Pourquoi ce livre-là et pourquoi est-il sujet à controverse? Je vais vous expliquer. Au hasard de mes pérégrinations hivernales, il n'y a pas un mois, je me suis arrêté à Descartes, en Indre-et-Loire, car c'est également un village. Pas terrible d'ailleurs le bled, un peu beaucoup noirci par je ne sais quelle poussière automobile, un peu mort aussi, 3600 habitants qu'on ne sait pas où ils sont, un magasin de tissus, 3 pharmacies, et c'est à peu près tout, si ce n'est que c'est là qu'est né le célèbre mathématicien, physicien et philosophe René Descartes, le 31 mars 1596. Et alors que le village s'intitulait encore La Haye en Touraine. D'ailleurs, ce doit être ça la réussite, donner son nom à sa ville natale. Il suffit de demander à Joaquin Phoenix, Paris Hilton ou Tokyo Hotel pour s'en rendre compte. Pour le reste, l'ambiance était mortelle à Descartes. Les seuls jeunes qui s'y promenaient étaient hagards, perdus dans les rues et sans doute dans leur existence. Dès qu'ils m'ont vu, apercevant bien mon allure altière, donc étrangère, voire belge, ils ont accouru et m'ont supplié de les emmener ailleurs, dans la ville natale de Joule, par exemple, ou même celle du professeur Montagnier, Chabris, à 1 heure et quelques en voiture. Allez, ont-ils insisté, c'est sur votre route pour retourner en Belgique. Je leur ai mis de grands coups de latte dans les côtes alors qu'ils gisaient déjà à terre, à la faveur d'une clé de bras et de 12 que je leur avais infligée juste avant. Ils ont encore tenté. Mais monsieur, tirez-nous de ce trou à rats, pitié, nous sommes zététiciens. Et nous ne voulons pas finir dans ce village où ce fiefé René Descartes a vécu. Vous ne voudriez tout de même pas qu'on restât cartésien, si fait? Nous, on veut de la modernité, de la convention, on veut faire des clins d'œil entendus aux youtubeurs, on veut se sentir appartenir au groupe des élus. Bande de petits cons, ai-je ajouté en leur collant un dernier coup de pied dans le ventre. Qu'est-ce que vous savez de la zététique, vous qui conchiez son maître à penser? Bah et vous alors, qu'est-ce que vous y connaissez? Ont-ils osé conclure. Moi? 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 Moi, je suis un littéraire, jeune homme. J'ai tous les droits, si vous me permettez cette locution quelque peu pas très cartésienne, justement, mais je vous emmerde. Et ils sont retournés, la queue entre les jambes, dans leur maison sale. C'était pour leur bien, évidemment, mais aux dernières nouvelles, ils s'autoproclament toujours zététiciens, progressistes et de gauche, et mon père, il est premier violon dans un groupe de K-pop. Car quand bien même je ne suis guère spécialiste de la question, j'ai quand même un avis sur les zététiciens. Pas sur la zététique, mais sur les zététiciens, et en tout cas sur ceux qui exigent qu'on les appelât de la sorte, parce que ça leur donne plein d'avantages. C'est d'ailleurs à la mode d'avoir un avis sur des trucs qu'on ne connaît pas. Mon voisin est entraîneur de l'équipe nationale de foot sur Facebook, mon patron sait ce qu'il faut faire pour sauver la planète sur Instagram, et moi-même, donc, je pense quelque chose des zététiciens sur YouTube. Cela dit, j'étais là dans ce village sinistre et sinistré pour y dénicher un peu d'esprit critique. En vain, si ce n'est chez un ami dont je ne vous citerai guère le prénom par respect pour Sébastien. Et donc je me suis retrouvé devant la maison natale du philosophe et à mon tour, je me suis dit que c'était bien triste tout ça. Que le mec qui a tout manigancé pour qu'on réfléchisse mieux est désormais voué aux gémonies par une poignée de petites personnes autoproclamées zététiciennes alors qu'elles sont pétries d'opinions, comme moi, soit, à la différence que je ne me vante pas de détenir la vérité universelle. Moi je suis plutôt là pour me marrer. René Descartes est donc né à la fin du XVIe siècle et est mort le 11 février 1650 dans une quelconque capitale suédoise d'une pneumonie ou d'un empoisonnement. On ne sait pas très bien. Entre les deux, il a quand même fait en sorte d'être considéré comme l'un des pères de la philosophie moderne. Alors ne nous y trompons pas, la philosophie moderne n'inclut pas la chanson d'Amel Bent, ni d'ailleurs mes vidéos, mais je vous prie de rester poli. La philosophie moderne est un courant de pensée qui s'étale du XVIe au XVIIIe siècle et qui a permis une approche plus rationnelle, j'allais dire plus cartésienne, de la connaissance. Alors, excepté si vous nourrissez votre esprit sur C8 et TF1, vous devriez déjà avoir entendu parler de la fameuse locution appelée cogito qui dit « je pense donc je suis ».
Descartes explique ainsi que la seule chose qui ne puisse être mise en doute, c'est l'existence de celui qui pense. Alors ça peut paraître compliqué comme ça, mais ça ne l'est pas. Au besoin, faites une micro-sieste, prenez un autre café ou un rail de coke, vous allez comprendre. Cette phrase est tirée de la deuxième partie des Méditations métaphysiques de Descartes, publiée en 1641. Descartes y développe une méthode de doute systématique visant à atteindre une certitude absolue et indubitable. Comme ma voisine, qui est bitable également, bien qu'indue. Il commence par mettre en doute tout ce qui peut être mis en doute, y compris l'existence du monde physique et de son propre corps. Matrix n'a rien inventé. Cependant, il se rend compte qu'il ne peut pas douter de sa propre existence, car même s'il doute, il doit être présent pour douter. Ainsi, Descartes en conclut que l'existence de la pensée est la seule chose indubitable, comme donc ma voisine. Je vous promets, c'est dingue, vous la verriez. Car même si tout le reste est faux, il doit y avoir un penseur pour avoir des pensées. Il en déduit que « je pense, donc je suis » ou « cogito ergo sum » en latin, ce qui ne nous rajeunit pas. Mais donc, en 1637, soit 4 ans avant d'écrire cette locution célèbre et fondatrice, René Descartes sort le « Discours de la méthode », un livre court mais très clair, bien qu'il soit écrit en vieux français à tel point qu'on y perd son latin si on n'est pas concentré perpétuellement sur le sujet. Et c'est de ce livre-là dont je veux vous parler, pour achever les jeunes cons que j'ai laissés bien heureusement croupir dans leur village qu'ils ne méritent même pas. Non, on l'a déjà mis le générique. Oui, mais bon, là, ça donnait bien. Bon, soit. Quand j'étais petit, ou plutôt ado, je parlais à mes pères comme s'ils partageaient automatiquement et systématiquement mes idées créatives, enthousiastes et progressistes sur le monde. Je ne vais pas m'amuser à définir ce que j'entendais par progressiste, mais en gros, je n'étais ni de gauche ni de droite, bien au contraire, et il s'agissait pour moi de mettre la gentillesse, la connaissance et la créativité au centre de toute action humaine. Et en quelque sorte, cette conception de l'existence ne m'a jamais quitté, ce qui est éminemment naïf puisque, quelques années plus tard, je me suis rendu compte qu'une énorme majorité d'entre mes congénères poursuivaient plus volontiers une carrière, la richesse et un certain bonheur matériel plutôt que mon utopie adolescente. La musique, le théâtre, la littérature, les conversations respectueuses pour refaire le monde, l'amour ou l'amitié absolue, tout ça n'était que des passe-temps pour eux, alors que pour moi, c'était, et c'est toujours, l'essence même de l'existence. Je ne leur en veux pas, certains sont restés des amis, mais ça m'a fait tomber de haut. Le pire, c'est que j'ai toujours pensé, même aujourd'hui, qu'il suffit de mettre un peu de forme, d'humour et d'empathie pour que nous rentrions en communion autour de l'idée que la vie ne doit pas être prise au sérieux, mais qu'il y a au contraire sur Terre de sérieux motifs de s'enthousiasmer. J'en ai payé le prix de cette façon de penser dans les différentes professions que j'ai exercées, notamment la dernière où pendant 7 ans, j'ai cru que mon patron et mes collègues ne seraient pas assez cons, alors que si. C'est d'autant plus naïf de ma part que ça m'est de nouveau arrivé il y a peu de croire bêtement en la grandeur de l'âme humaine et à son ouverture d'esprit. Il y a environ 1 an, accompagné de mon meilleur ami et alors que nous étions dans le temple de la pensée critique, nous rencontrons un zététicien patenté, en un seul mot, et voilà que je parle, sans y prendre garde, de ce qui semble être aux yeux de l'esprit critique de base une énormité, une espèce de phrase de non patenté justement, maladroite sans aucun doute, mais susceptible de susciter le débat et, en ce qui me concerne, d'apprendre des choses. Mais au lieu de faire preuve d'un peu de bienveillance, tout de suite le mec, il regarde mon ami et dans un grand éclat de rire, il assène que, évidemment, à quoi s'attendre d'autre de la part de quelqu'un qui n'est pas zététicien? Comme pour prendre mon ami à témoin puisque lui-même se réclame de l'esprit critique. Moi qui suis plutôt de bonne constitution, j'ai tout de même été choqué par les propos de cet abruti qui détient donc sans doute la vérité absolue et à qui je n'ai pas mis la grosse mandale qu'il méritait pourtant, car je sais me tenir, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos. Au lieu de prendre les gens par la main, surtout ceux qui, comme moi, montrent de la bonne volonté et l'envie de connaître cet univers prometteur, il m'a tout bonnement castré. Et ça n'a pas été le seul. Je suis au regret de vous dire que dans ce monde qui sent parfois le mouchoir souillé sous l'oreiller, certains ne sont pas très nombreux. Au contraire, beaucoup se servent de l'étiquette zététique
comme d'un biais d'autorité. Ils ont tendance à considérer le commun des mortels comme une entité ignorante et donc méprisable. Mais qu'on ne s'y méprenne pas, ceux-là ne sont pas de vrais zététiciens, c'est juste un genre qu'ils se donnent, comme d'autres mettent des filtres sur leurs photos de profil Tinder, histoire d'attirer le chaland ou la chalante et de pouvoir dire qu'ils sont irrésistibles, irrésistiblement érudits. Mais peut-être que certains d'entre vous se demandent encore ce qu'est la zététique et s'il y a une différence avec l'esprit critique. C'est une excellente question et je vous félicite de me l'avoir posée, ou pour le bébé qui vient de naître chez vous, si un bébé vient de naître chez vous. Alors, l'esprit critique est une disposition mentale qui implique de remettre en question les affirmations, les croyances et les arguments afin d'en évaluer la validité et la pertinence. Il s'agit d'une capacité à analyser et à évaluer de manière critique les informations qui nous sont présentées. La zététique, quant à elle, est une démarche scientifique et méthodologique qui vise à évaluer de manière critique les affirmations, les théories et les croyances en utilisant des outils et des méthodes rigoureuses. Bref, il n'y a pas de grande différence entre les deux concepts, si ce n'est que l'un est une façon d'être et que l'autre est un sacerdoce, comme qui dirait. Mais les deux sont semblables en cela que les opinions n'ont rien à y faire, qu'au contraire, elles polluent la pensée. Il y a quelques mois encore, alors que j'assistais par Zoom à une réunion d'esprit critique, tout le monde était là, Atchoum, prof, simplet, tout ça, et que je proposais de créer un petit spectacle d'1 quart d'heure sur le sujet, j'insistais sur le fait que je tenais beaucoup à ma liberté de ton, parce que l'art ne souffre d'aucune censure, même s'il suscite donc le débat. L'art doit amener à la réflexion, fût-ce à travers la caricature, voire le blasphème. Je voulais une scénette qui dénonce les biais, tous les biais, fussent-ils de gauche, comme de réfléchir avec son pseudo-respect de la diversité. En général, tout le monde sait que je ne suis pas d'extrême droite ou même de droite pour un sou. À la limite, pour 1 million de sous, oui, mais sinon, non. Et donc, mon propos était d'œuvrer dans le sens de l'esprit critique en apportant une forme plus humoristique, plus sarcastique peut-être, à la réflexion. Bref, je dois bien reconnaître que j'ai été fort surpris d'entendre l'un des plus célèbres d'entre les zététiciens ouvrir son micro sur Zoom, prendre la parole et me dire ceci. « Tu n'es pas une femme? Alors ta gueule. Tu n'es pas homosexuel? Alors ta gueule. Tu n'es pas noir? Alors ta gueule. » Le but étant bien entendu de m'obliger à construire ma scénette sur l'idée incontournable qu'elle devait être acceptée par toute personne présente dans l'hémicycle. Ce jour-là, j'ai relativement viré ma cutie. J'ai eu beaucoup de mal à accepter qu'on puisse m'imposer une façon bien lissée, bien politiquement correcte de concevoir mon art, et j'ai commencé à réfléchir à la légitimité de ces gens-là qui, au final, veulent nous dire comment, pourquoi et que penser, bien loin de la méthode que prenait Descartes. Et le point d'orgue fut donc la découverte de ce livre dont il est plus que temps que je vous parle. Ah oui, mais non, hein? Ben quoi? Je vous ai cité ces deux exemples parce qu'ils me semblent significatifs de ce qu'est le microcosme zététique actuel. Une communauté qui ne va pas manquer de me mettre à son tour sur la tronche, en chœur avec les férus d'opinion qu'ils combattent pourtant, sans oublier d'ajouter que je suis sans doute ignorant en chef et de rechef. Une entité qui contient autant d'imbéciles que de gens bien qui réfléchissent correctement. Autant le dire, les premiers m'apparaissent résolument antipathiques et peu crédibles. Par contre, parce qu'on n'est pas des sauvages, que diable, je suis toujours autant suspendu aux lèvres de ceux, zététiciens, cartésiens, relevant de l'esprit critique, épiciers, camionneurs, agents immobilières ou puéricultrices, que sais-je, qui réfléchissent avec méthode justement, et qui incitent tout le monde à prendre soin de celle avec laquelle on se met des choses dans le crâne. Je suis également toujours respectueux de ceux qui se sont laissés dépasser sur leur gauche par des maîtres à penser toujours autoproclamés. Ce n'est pas de leur faute et je comprends qu'ils donneraient leur liberté pour ne pas perdre, par exemple, des subventions. La posture se défend. C'est juste triste que les belles choses s'abîment quand des assoiffés de postures wokistes prennent le pouvoir. Et cette fois, j'en viens à l'ouvrage de René Descartes, parce que... Ah non, cette fois, non. Bah, non, j'ai dit. Bah, regarde, c'est déjà fini. Revenons donc au discours de la méthode.
Tout d'abord, je me permets de vous conseiller sa lecture. En description, vous trouverez les liens qui vous permettront de vous le procurer. La méthode de Descartes, exposée dans son ouvrage Discours de la méthode, est un processus de réflexion rationnelle en 4 étapes, ce qui est nettement moins que le Tour de France, alors que c'est bien plus intelligent. 4 étapes que je vous détaillerai un peu plus tard et qui sont destinées à atteindre la vérité et à éviter les erreurs de raisonnement dans toute tentative de recherche de cette vérité. Le but de la méthode est donc d'atteindre la vérité sans erreur de jugement, mais aussi de se reposer sur des vérités ainsi acquises pour développer d'autres connaissances. Dès lors, on est en droit de se demander, outre à quelle heure on mange, également si la science était tellement évoluée en son temps qu'on pouvait déjà se reposer sur elle pour asseoir la méthode dont il prône l'emploi. Et puis, de facto, si la science actuelle, parce qu'elle peut toujours évoluer évidemment, est digne de confiance. Réponse, ça dépend. Ça dépend de comment on regarde la chose. Au temps de Descartes, l'état de la science en Occident était en pleine évolution. La Renaissance avait commencé à remettre en question les idées médiévales, oui, au sens péjoratif, et à encourager l'exploration et l'expérimentation scientifique. Galilée, Kepler, Newton et d'autres scientifiques importants ont vécu et travaillé à cette époque. Ils avaient un bureau de coworking, c'était super sympa. Dans l'ensemble, la science de l'époque de Descartes était donc caractérisée par des avancées dans de nombreux domaines, ce qui contribuait à l'émergence de la science moderne. On commençait à pouvoir se reposer sur des lois physiques, mathématiques, chimiques ou biologiques sûres. Mais ne nous y trompons pas. La gravitation universelle, l'oxygène, la théorie de l'évolution, l'ADN, la relativité et j'en passe, tout ça a été découvert bien après Descartes. Dès lors, si la science était déjà bien avancée, elle n'était pas exhaustive et ne l'est toujours pas. Il reste des questions ultimes auxquelles, quoi qu'en disent du haut de leur biais d'autorité certains pédants, on n'a pas la réponse. L'existence de Dieu, par exemple, la survie de l'âme, l'existence de civilisations extraterrestres qui nous visiteraient, toute trace de bonne foi chez Éric Zemmour, de tout ça, on ne sait toujours rien ou pas grand-chose. Alors j'ouvre une parenthèse pour dire aux complotistes que ce n'est pas parce que je dis qu'on n'a pas la preuve de leur inexistence que ces phénomènes existent. N'allez pas croire une seule seconde qu'on pourrait être amis. J'ai déjà assez avec mes anciens compagnons d'école. Disons que la science, qui ne peut prouver que quelque chose n'existe pas, dit juste que cette chose, dans l'état actuel des connaissances, n'a pas d'existence tangible. Je ferme la parenthèse. La science, bien menée, sait par essence qu'elle pourra être contredite plus tard, si des avancées se font dans l'un ou l'autre domaine. Ainsi, Einstein a complété et contredit Newton en matière de gravitation en allant voir ce qu'il se passait au niveau de l'atome et de la lumière. Et Einstein lui-même a été contredit par plusieurs savants, dont Wheeler dans les années 60, en plus d'être contredit par sa femme qui lui reprochait de laisser traîner partout ses slips constellés de trous noirs. Le discours de la méthode a sans doute permis à la science de se structurer et de trouver le moyen d'être efficace dans ses recherches et inattaquable dans ses conclusions, même si elles pourront être contredites plus tard. La science est exacte jusqu'à preuve du contraire, comme on dit. D'ailleurs, dans le discours de la méthode, Descartes reconnaît que la science a encore beaucoup à découvrir et que certaines de ses propres idées même pourront être réfutées par de futures découvertes scientifiques. Mais il a également soutenu que sa méthode de raisonnement conduit à des découvertes scientifiques plus solides et plus fiables. Ainsi, qu'on le veuille ou non, Descartes a contribué de manière significative à l'émergence de la méthode scientifique moderne qui continue d'être utilisée aujourd'hui pour découvrir de nouvelles vérités et faire progresser notre compréhension du monde. Alors je vous parlais tout à l'heure des 4 étapes d'une réflexion rationnelle. Eh bien, je vous propose de les passer en revue avec vous. Il y avait longtemps. Un petit dernier. Bon, je ne dis plus rien, j'en ai marre. La première étape de la méthode de Descartes est le doute méthodique. Étape dans laquelle Descartes demande au lecteur de mettre en doute toutes les croyances acquises jusqu'à présent. Il propose de rejeter toutes les idées qui ne sont pas certaines et indubitables. C'est clair, pas besoin de s'étendre sur le sujet. Sauf que certains esprits chagrins, dogmatiques pourtant, mettent en doute toute la méthode de Descartes, sous prétexte qu'il était le premier à croire en la chose la plus sot au XXe siècle du monde,
à savoir en Dieu. C'est dingue comme n'importe qui devra toujours faire 100 fois la preuve de son intelligence pour éventuellement passer pour intelligent, et une seule connerie pour être un con définitif. Ah, j'aurais dû ajouter quelques coups de pied, tiens, pendant mon voyage en sa patrie. J'ai comme un goût de trop peu. Et effectivement, Descartes était croyant. Il considérait la religion comme étant une source de vérité. Il y en a que c'est Sandrine Rousseau, d'autres Francis Lalanne, CNews et François. Lui, c'était Dieu. Voilà. Dans sa méthode, il demande de douter de toutes les croyances qui ne sont pas certaines et indubitables, mais il ne rejette pas nécessairement la foi religieuse. Hélas, à notre époque, où il est de bon ton de culture cancellée à tout va, la statue de Descartes est déboulonnée par ceux qui ne lui pardonnent pas de n'être guère aussi érudit qu'eux, aussi habilement progressiste, aussi finement athée. Descartes avait certes une approche particulière pour justifier sa croyance religieuse. Il ne la considérait pas comme une vérité rationnelle qui pouvait être établie par la méthode scientifique ou philosophique, mais plutôt comme une vérité de foi. Selon lui, la foi était une forme de connaissance qui ne pouvait pas être prouvée par la raison, mais qui était accessible par l'intuition. Et à moins justement d'être un être de peu de foi, tout le monde peut reconnaître qu'il croit en quelque chose. De l'avantage de la diversité à la possibilité d'être une femme mais de se sentir renard, ticket de métro ou flaque de couleur. Je n'invente rien ou si peu. Descartes croyait également que la foi et la raison étaient compatibles et que la religion pouvait aider à guider la raison vers la vérité, à la lumière d'une bougie ou pas. Il considérait que la religion était une source de vérité sur les questions éthiques et morales qui ne pouvaient pas être résolues par la raison seule. Et pourquoi pas? À part à quelques enfants de cœur, un cierge n'a jamais fait de mal à personne. Alors, est-ce mal de croire en Dieu? Oui, c'est mal. Croire en Dieu, c'est de droite. Croire en Dieu, c'est réac. Croire en Dieu, c'est être colonialiste. Croire en Dieu, c'est être le diable, qui n'existe pas non plus, mais quand même. Deuxième étape. La deuxième étape est l'analyse, dans laquelle Descartes propose de diviser les problèmes en parties plus simples, pour les examiner plus clairement. C'est très zététique déjà comme proposition. Rassurez-vous, en la lisant, je n'ai pas tout de suite compris non plus. Ma voisine avait débarqué sur ces entrefaites, me suçant du même coup toute mon énergie. C'est une fois qu'elle fut partie que j'ai pu extraire tout le jus de cette phrase quelque peu alambiquée. Et comme un exemple vaut mieux qu'un grand discours, en voici un. Si nous avons un problème complexe tel que comment faire comprendre à cet abruti de droitard de Gontran H qu'il a tort de critiquer ne fût-ce qu'un peu la zététique? Et est-ce qu'on ne lui mettrait pas à notre tour un pain dans la gueule? Nous pouvons diviser notre réflexion en de plus petites portions, histoire de voir si l'ensemble finalement tient debout. Par exemple, on tentera des sous-questions telles que est-il vraiment de droite ou est-ce juste que ça m'arrange de le penser? Puis, quelles sont les preuves que Gontran H soit un abruti? Puis encore, quelles sont les preuves raisonnables que Gontran H crache sur la zététique? Et enfin, last but not least, si ça nous démange vraiment d'aller lui faire sa fête, où habite Gontran H? Est-ce qu'Idriss Aberkane n'habiterait pas plus près? En divisant le problème en parties plus simples, nous pouvons examiner chaque partie séparément et développer une meilleure compréhension du problème dans son ensemble. Cela peut nous aider à formuler des hypothèses et des théories sur le problème, à trouver des solutions possibles et se rendre compte surtout qu'on devrait un peu se retirer le balai qu'on a dans le postérieur, de ne pas vite aller tweeter pour faire son intéressant que Gontran H est un vrai con, qui plus est belge, et rendre ainsi le monde un peu plus cool. De plus, Descartes encourage l'utilisation de la logique et des mathématiques pour déduire des vérités à partir de principes évidents. Par exemple, si nous avons une proposition telle que tous les humains sont mortels et une autre proposition telle que Brian est non-binaire, nous pouvons utiliser la logique pour déduire que Brian est mortel, puisque oui, malgré les idées nauséabondes de mon coiffeur, que je ne contredis jamais parce qu'il tient le rasoir, les non-binaires sont des êtres humains et que, quoi qu'il advienne de nos opinions, nous finirons tous dans la fosse commune du temps. Cette méthode de raisonnement est appelée la déduction et elle est souvent utilisée en mathématiques et en sciences pour déduire des résultats à partir de principes connus. La troisième partie, la troisième étape, c'est la synthèse, dans laquelle Descartes cherche à reconstituer des connaissances certaines à partir des éléments précédemment analysés.
Plus précisément, Descartes explique qu'après avoir analysé tous les éléments d'un problème et avoir cherché à en déterminer leur vérité respective, il faut ensuite chercher à les relier entre eux de manière cohérente et logique. Cela implique de chercher à reconstituer un ensemble de connaissances certaines et indubitables à partir des éléments précédemment analysés. Un exemple. Imaginons que chaque fois que vous allez aux toilettes, la lumière s'allume toute seule, ce qui est bien pratique les soirs de beuverie. Le problème est que vous ne vous souvenez pas avoir installé un tel dispositif. Vous devez réfléchir et vite, car vous ne vous l'expliquez pas et Alzheimer vous terrifie. Dès lors, vous faites la synthèse de vos observations et de vos connaissances. Votre femme vous aimerait-elle encore assez pour vous accompagner aux toilettes lorsque vous êtes saoul? Elle allumerait alors la lumière pour ne pas avoir à nettoyer derrière vous? Avez-vous un beau-frère électricien qui passe de temps à autre voir sa sœur et qui a toujours ses outils prêts à l'emploi? Si oui, habitez-vous dans le nord de la France? Mais c'est secondaire. Et puis surtout, le frigidaire sent-il un peu la pisse ces derniers temps? C'est l'essence même de la méthode cartésienne. En analysant chaque élément du problème et en cherchant à les relier de manière cohérente, nous pouvons arriver à une compréhension certaine et indubitable de la situation. Dans cette synthèse, Descartes recommande de procéder de manière ordonnée en commençant par les connaissances les plus simples et les plus générales pour arriver aux connaissances les plus complexes et les plus particulières. Il souligne également l'importance de faire preuve de rigueur et de logique dans cette étape de la méthode, afin de s'assurer que les connaissances synthétisées soient véritablement certaines et fiables. Enfin, la quatrième étape est la vérification, dans laquelle Descartes propose de vérifier les connaissances obtenues en les confrontant à l'évidence et en les soumettant à la critique des autres. Alors, puisque la troisième étape me le recommande, je vais diviser au moins en deux cette quatrième étape, parce qu'il me semble que c'est un tantinet anti-cartésien que de soumettre nos découvertes à l'opinion des autres. Pour ce qui est de vérifier les connaissances obtenues en les confrontant à l'évidence, pas de problème, le frigidaire dégage bien une odeur suspecte et la lumière de l'appareil ressemble à s'y méprendre à celle qui a paru le soir où vous êtes rentré en zigzag de cette soirée de départ à la retraite de votre collègue Paul. La science vous le dira dans toutes ses publications utiles, votre beau-frère n'a rien à voir là-dedans. Mais pour ce qui est donc de s'assurer de la validité des connaissances obtenues en les soumettant à l'opinion des autres, n'est-ce pas risqué d'ajouter des biais ou des erreurs aux vôtres? Car soyons francs, les opinions des autres ne sont pas une preuve en soi. Mon voisin, qui pour la petite histoire n'est pas le mari de ma voisine, estime que la gauchiasse, les merdias, tous pourris au gouvernement, les tours jumelles, tout ça, dois-je vraiment et dès lors lui soumettre le texte sur Descartes que je suis en train de déclamer pour qu'il m'en donne son avis? Je pense que ça entraînera pas mal de corrections, déjà parce que rien ne sera vraiment clair à ses yeux et que donc je devrais simplifier. Non, il ne suffit pas d'obtenir le consensus des autres pour valider une théorie ou une hypothèse scientifique. La vérification doit donc être effectuée de manière rigoureuse et objective en utilisant des méthodes et des instruments scientifiques appropriés, afin d'obtenir des résultats fiables et reproductibles. On est donc loin de l'appel au simple bon sens du lecteur final. L'opinion des autres à laquelle on doit confronter nos conclusions, disons-le tout net, c'est bien entendu celle de personnes qui vont tout aussi méthodiquement tenter de reproduire le machin. Voilà, pour résumer, ce qui n'est pas mon fort, Descartes a posé 4 étapes au processus de réflexion rationnelle. Si vous débutez dans le métier, comme on dit dans tous les métiers, il est important que vous connaissiez au moins celle-ci. Sinon, vous allez devenir, voire rester, un fiefé Twitter aux oreilles décollées et acné galopante, et votre seul objectif dans votre vie de merde sera de rallier Descartes, le village cette fois, pour y consoler les jeunes mis au tapis par mes soins, et y fomenter une vengeance collégiale contre la société qui ne fait même pas attention à votre opinion sous prétexte que tout le monde parle en même temps, sauf les scientifiques, les vrais, qui cherchent parfois sans trouver et qui se disent parfois pas zététiciens, alors que vous aussi, parce que c'est classe d'être zététicien, on y rencontre des chouettes gens qui nous signent des autographes et des moins chouettes à l'hygiène mentale douteuse et que merde après tout, virgule, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas raison puisque d'autres aussi ont raison. Alors comment reconnaître les vrais zététiciens de ceux qui ont oublié pourquoi ils se battaient? On ne sait pas. Ce n'est pas marqué sur leur visage. J'imagine que certains les repèrent, mais moi je tombe régulièrement et systématiquement de haut quand je rencontre un abruti.
Je fais trop confiance à la réputation qu'il traîne. J'ai même demandé à ChatGPT comment reconnaître un pseudo-zététicien. Et il m'a évidemment dit qu'il ne pouvait pas émettre un jugement susceptible de porter atteinte à la dignité d'une personne ou d'un groupe de personnes. Il m'avait dit la même chose quand je lui avais demandé comment séduire ma voisine, l'indubitable là, ajoutant qu'on devait respecter le refus d'une personne à conclure, sauf s'il s'agit d'un homme. Pourtant, au contraire de moi, ChatGPT ne risque pas d'être persona non grata partout à partir d'aujourd'hui pour avoir dit que la zététique traverse une crise morale majeure qui risque de la mettre au tapis également si on ne se met pas à réfléchir sur elle aussi bien qu'elle nous dit de réfléchir sur un tas d'autres choses. Et j'aurais encore des milliers de choses à vous dire sur la question, mais d'autres personnes l'ont fait bien mieux et bien avant moi. Mon but dans la présente vidéo était avant tout de promouvoir le discours de la méthode de Descartes, qui constitue donc un très bon début à la pensée critique, voire à la zététique. Je vais peut-être vous étonner, mais j'ai parfois ri à sa lecture, parce que Descartes avait de l'humour, je vous jure que c'est vrai. Sinon, il est l'un des premiers à avoir imaginé une méthode de réflexion scientifique, et qui peut finalement s'adapter à tout, y compris à la façon dont on tweete, à la façon dont on façonne nos relations sociales, à notre façon d'encourager les chouettes youtubeurs dans leur travail, à notre façon de concevoir l'art et la caricature, à notre façon de construire nos amours et nos amitiés, à notre façon d'être maçon. Oui, ben là c'est un peu tard, non? Oui, mais ça va, tu sais. Bon. La méthode de Descartes reste aujourd'hui une méthode de raisonnement et de recherche scientifique fondamentale qui a inspiré de nombreux scientifiques et philosophes. Elle encourage la remise en question des croyances et l'utilisation de la raison pour parvenir à des connaissances certaines, et est toujours utilisée dans de nombreux domaines. Quant à la zététique, du bas de ma non-légitimité, je ne peux que l'encourager à se définir et à se redéfinir. Trop de gens s'en réclament, comme Rocco Siffredi se réclamerait du cinéma d'auteur, comme un terroriste se réclamerait de l'islam, ou comme Cyril Hanouna se réclamerait d'à peu près tout ce qui relève de l'intelligence. Par ailleurs, je l'invite à se trouver une constitution qui pourrait être signée par quiconque postule à devenir l'un de ses membres et qui pourrait, en cas de faute, servir de loi pour excommunier le bâtard qui aurait craché dessus pour asseoir de vulgaires croyances en un monde monoïdéiste, par exemple. Hélas, l'entité me semble tellement disparate, tellement riche en combats de coq, qu'on n'imagine pas qu'une espèce de chef, de maître à penser, fasse l'unanimité pour amorcer le truc. Et c'est dommage. Je vous conseille sincèrement de lire ce livre. Encore une fois, vous trouverez le lien en description. Suivez-le, ce sera également une façon d'aider mon travail. Et pour les plus séduits, n'oubliez pas que c'est grâce à vos dons que je peux vivre et continuer mon œuvre en toute humilité. Pour ça, il y a Tipeee, Utip et Paypal, dont les liens sont également en description. Quant aux autres, aux haineux de tout poil, messieurs les anguleux, tirez les premiers. À bientôt.